That's where I long to be with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons renouer le dialogue avec une personne qui était déjà venue pour nous parler d'un livre dont elle avait dirigé, c'était un livre sur Stanley Cavell, Élise Domenach. Elle revient aujourd'hui parce qu'il y a un autre livre, c'est celui-ci, qui est sorti avant l'été, si je ne me trompe pas, elle va nous le confirmer. C'est le paradigme Fukushima au cinéma, ce que voir veut dire entre 2011 et 2013. C'est les films traités entre 2011 et 2013, on va y parler. C'est édité chez Misi. Je montre quand même, voilà, la couverture. Et comme d'habitude, vous savez comment ça se passe. Le lien qui renvoie, si vous voulez vous approprier le bouquin, est dans le descriptif de cette vidéo. Voilà. Bonjour Élise, comment allez-vous ? Bonjour Samir, très bien, merci beaucoup à vous. Je suis ravie de vous retrouver. C'est réciproque. J'ai l'impression qu'on va continuer le dialogue parce qu'il y a pas mal de choses qui sont en lien avec comment Stanley Cavell aussi voyait le cinéma et comment il écrivait aussi sur le cinéma. Donc c'est intéressant. J'ai l'impression qu'il y a une continuité. Je ne vais pas vous demander pourquoi ce livre, parce que je pense que la question que je vais vous poser, la réponse de pourquoi ce livre se trouvera dans la réponse dans la question que je vais vous poser. En gros, je voudrais que vous nous expliquiez un petit peu le contexte. Il y a dès le début, vous contextualisez la situation. Juste nous rappeler peut-être que s'est-il passé le 9 mars 2011. C'est là où tout a commencé. Enfin, on va parler aussi de peut-être ce qui aurait pu être prévu en amont. Enfin, tout ça, on va parler de ça, de cinéma. Mais d'abord, le 9 mars 2011, que se passe-t-il ? Alors, c'est intéressant parce que justement, c'est vrai que la manière dont on caractérise ce qui s'est passé dit déjà beaucoup, est en fait déjà glissante et une vraie question. Parce que, en fait, ça comprend la question de qu'est-ce qui s'est passé, évidemment. Quand est-ce que c'est… Voilà. Et alors, en mars, le 9 mars, il y a eu un tremblement de terre. Suivi donc un premier événement sismique comme le Japon en a toujours connu, toutes les générations, de toute éternité, etc. Un tsunami, même chose, comme le Japon en a toujours connu, etc. Sauf que là intervient la nouveauté de la situation très historique, en revanche, et pas du tout naturelle et habituelle et ancestrale au Japon, qui a désormais, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, il y a au Japon des centrales nucléaires. Et des centrales nucléaires qui sont donc dans un endroit qui est sur des failles sismiques, et que donc ces tremblements de terre auxquels le Japon a toujours fait face et qui ont été causé des destructions terribles dans les précédentes générations et décennies, et bien là, il arrive dans un terrain qui est un terrain nucléarisé et où se passe ce que tout le monde a toujours dit, en particulier Gunther Anders, enfin il y en a eu plein, des gens pour s'alarmer il y a longtemps en disant attention, les centrales nucléaires, c'est pas anodin, on nous gave entre guillemets de l'idée que c'est sûr l'atome. C'était la campagne d'Eisenhower auprès des Japonais en particulier pour dire que l'atome était Atoms for Peace, que l'atome allait construire la paix dans l'après-guerre. Il y avait eu quand même très vite des gens pour dire attention, ça n'existe pas, la sûreté nucléaire est un idéal à atteindre plus qu'une réalité. Et donc ce qui se passe, c'est que problème dans le système de refroidissement de la centrale de Fukushima, et donc dans les jours qui suivent, il se passe une série d'événements en chaîne sur les lieux de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et des cœurs qui entrent en fusion, des échappées de gaz radioactifs, des vents, des pluies, etc., qui poussent dans certaines directions. Alors il y a eu ensuite des cartes, il y a des gens dont la spécialité a été d'ensuite cartographier ce qui s'était passé en termes de météorologie, qui poussait les particules radioactives plutôt à tel endroit que tel autre, etc., pour expliquer ce qu'ensuite on a noté, c'est-à-dire des endroits, des hotspots, comme on appelle ça, des endroits où la radioactivité était particulièrement intense et concentrée, par opposition à d'autres qui pouvaient être plus proches géographiquement et qui étaient plus épargnés. Mais parce que ça s'explique, il y a des facteurs de géographie, vous voyez, les montagnes, les pluies, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est une catastrophe nucléaire. Avec, donc, dans cet événement qui a trois dimensions, une dimension tremblement de terre, une dimension tsunami et une dimension catastrophe nucléaire. Vous voyez, c'est trois choses différentes en quelque sorte,
qui s'enchaînent. Mais ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu parler de paradigme Fukushima, c'est que dans la manière dont s'imbrique et dont pose comme une question la dénomination de qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit-là au Japon, interviennent des choses auxquelles nous sommes désormais accoutumés, c'est-à-dire le mélange terrible de, d'une situation qui est d'une industrialisation et une nucléarisation extrêmement intense dans des pays fragiles géographiquement, etc. Et évidemment des catastrophes climatiques et environnementales qui ont à voir avec le changement climatique, puisque la violence, là, le Japon était encore touché aujourd'hui par un typhon. On a bien vu que la violence et la sévérité et le rythme des incidents, des inondations, des accidents, des inondations, des événements météorologiques extrêmement violents sont tels que, bien sûr, on est conduit à voir, justement, d'où la question de ce que voir veut dire, on est conduit à voir ce qu'on ne veut pas voir, c'est-à-dire, en effet, le changement climatique. Et tout ça accumulé avec l'ère industrielle, donc évidemment le nucléaire qui a été porté par cela, nous conduit à des catastrophes qui sont des catastrophes hybrides. C'est pas le tremblement de terre de Lisbonne, de triste et sinistre mémoire qui avait entraîné un débat très célèbre entre Voltaire et Rousseau sur le type de catastrophe, la raison de ces catastrophes. Est-ce que c'est la providence? Est-ce que c'est les hommes? Est-ce que c'est l'histoire? Ou est-ce que c'est la nature? Enfin, vous voyez, là, on sait désormais que tout le problème, c'est que les choses s'enchaînent dans ce qu'on appelle être l'Anthropocène, ce temps aujourd'hui où on hérite bien sûr de l'industrialisation galopante, on hérite de tout cela, et cette industrialisation a eu un effet retour sur la Terre. Et la Terre en est affectée, et la Terre, donc, dans ses équilibres, sont perturbés, d'où des événements climatiques qu'à l'époque on ne prévoyait pas, qui paraissaient, parce qu'évidemment la centrale elle avait été construite au bord de la mer aussi à une époque où on n'envisageait pas des catastrophes de cette ampleur. Vous voyez, donc voilà. Donc on est conduit aujourd'hui à élever les digues partout sur cette côte du Tohoku. On élève les digues pour protéger davantage des tsunamis. Voilà, et les normes sont conduites à évoluer avec notre temps. Donc voilà ce qui s'est passé en tout cas au Japon le 11 mars. Une question un peu surréaliste, mais est-ce que le cinéma, selon vous, aurait pu prévoir cela? Alors, c'est évidemment une question, j'imagine, de manière tout à fait pas anodine, que vous construisez de manière, vous construisez lexicalement de manière parallèle à la question de est-ce que le cinéma aurait dû prévoir et aurait dû être le témoin, enfin, savoir témoigner de la Shoah. Donc, quel rapport aux catastrophes? Est-ce que le cinéma est condamné à l'après-coup, à être là après en témoin désemparé? Parce que c'est bien ça qui s'est passé en fait, hein. Ou est-ce que le cinéma doit pouvoir anticiper d'une certaine manière sur ces réalités? C'est sans doute les deux qui se sont passés en réalité, parce qu'il y a eu un cinéma annonciateur, il y a eu un cinéma prophétique qui a prophétisé ce type de catastrophe. Je pense d'abord, c'est le cas très célèbre de Stalker, de Tarkovsky, dont on dit qu'il avait prophétisé ou anticipé la catastrophe de Tchernobyl, le film ayant été tourné un tout petit peu en amont de Tchernobyl. Et donc, ce rapport, disons que le nucléaire fait l'objet d'une interrogation par les cinéastes et au sein du médium cinématographique, pour des raisons qui ont à voir avec, disons, le défi que la représentation du nucléaire pose à un médium, donc le nucléaire étant une catastrophe essentiellement invisible, pour sa part non pas explosive, mais pour sa part radioactive. La radioactivité n'est pas un phénomène visible. Et le cinéma étant l'art qui fonctionne sur du visible et de l'enregistrement du monde. Donc, ça pose des questions qui intéressent précisément les cinéastes très souvent. Donc, des réflexions sur le nucléaire et sur la radioactivité, il y en a eu, y compris au Japon, avant Fukushima. Et par exemple, il y a une cinéaste qui est très intéressante à étudier, qui s'appelle Kamanaka, qui est une femme qui a fait sans discontinuer pendant une décennie des films sur le nucléaire. C'était une élève d'un grand cinéaste environnementaliste, activiste environnementaliste japonais qui s'appelle Tsuchimoto Noriaki, qui avait filmé
donc sur le mode là, lui, du documentaire après coup, les effets d'une catastrophe, d'une pollution au mercure dans la baie de Minamata, dans le sud du Japon, qui était une catastrophe industrielle, vraiment, avec une grande industrie Shiso produisant de l'armement, etc., qui a déversé dans les ports et dans la mer ce mercure qui faisait mourir les poissons, mais les poissons, ensuite, par une chaîne alimentaire, ont transmis aux hommes une maladie terrible avec des effets épouvantables sur les êtres humains, etc. Et donc, cette pollution au mercure a fait l'objet d'une série documentaire qui est l'un des trucs les plus célèbres dans l'histoire du documentaire japonais. Et ce Noriaki Tsuchimoto, très célèbre documentariste, a eu comme élève Hitomi Kamanaka, qui est une femme qui a filmé sur les différents sites nucléaires qui étaient, à juste titre, au Japon pendant une décennie. Le même Tsuchimoto avait lui-même filmé, il a fait un film qui s'appelle Umitori et un autre qui s'appelle The Nuclear Scrapbook sur le nucléaire, sur Hiroshima, puis un film sur les déchets radioactifs et la question du recyclage des déchets radioactifs, un autre sur l'accueil d'un navire avec une centrale nucléaire à bord de ce navire au large d'une communauté de pêcheurs qui n'en voulaient pas. Donc, il y a des documentaires sur le nucléaire qui préparaient, qui présageaient, qui ont dit, qui ont averti, qui ont tiré la sonnette d'alarme et qui ont dit attention, dans ce territoire-là qu'est le Japon, le nucléaire, c'est pas une bonne idée. Il y a une histoire liée au nucléaire qui est déjà suffisamment lourde, et puis il y a une réalité climatique, environnementale qui est fragile, tellurique, pour ainsi dire, qui fait que la catastrophe peut prendre des proportions terribles. Donc voilà. Quand, dans le livre, le titre, c'est Le paradigme Fukushima au cinéma, et il y a le sous-titre, c'est Ce que voir veut dire. Et donc, vous détaillez bien 2011-2013, mais ça, on va y revenir, pourquoi ces 3 ans. Mais ce que voir veut dire, c'est très étrange parce que j'ai envie de dire que pendant un certain temps, tout ce que je vais peut-être lire dans des livres, ça va me rappeler Godard, bizarrement. Mais c'est normal avec le fait qu'il ne soit plus là et qui était important dans ma cinéphilie. Mais ce que voir veut dire, ça me rappelle ce que disait Godard quand il parlait que ça soit d'un peintre, surtout des peintres et bien évidemment des cinéastes. Il y a quelque chose qui fait que qu'est-ce qu'ils ont vu avant de peindre, qu'est-ce qu'ils ont vu avant de commencer à enregistrer le plan, qu'est-ce qu'ils ont vu, et est-ce que il pourrait y avoir cette connexion avec ce que voir veut dire, finalement. Donc, en l'occurrence, tous ces cinéastes-là qui vont commencer à très, très vite, mais vraiment très, très vite, à travailler sur la question de ce drame à Fukushima. Ce que voir veut dire, l'idée de ce sous-titre avec ce que, pour moi, veut dire, et ça, c'est le lien avec Cavell, vous disiez qu'il y avait un lien visible, c'est évident. Pour moi, veut dire, traduit au plan de la pensée, le mean, ce qui s'exprime par mean en anglais, c'est-à-dire à la fois un vouloir dire au sens de ce que intentionnellement on peut vouloir dire, maîtriser de son expression ou pas maîtriser, et puis ça regarde aussi du côté évidemment de la signification, quel est le sens de la vision. Et de ce fait, si vous voulez, à cause de ces deux sens, le lien du coup entre l'expression humaine d'une part et d'autre part le lien avec la signification, ça tirait, me semble-t-il, ce sous-titre dans 2 directions et qui m'intéressent toutes 2 en fait, et dont l'une peut-être est pas sans lien avec ce que vous rappelez là de Godard. C'est d'abord le lien vers une interrogation que tout le cinéma porte, en particulier lorsqu'il se confronte aux catastrophes. Et donc là, clairement, j'ai pensé, moi, beaucoup à Shoah, à Lanzmann, et du coup, nécessairement au débat Godard-Lanzmann. Et bien sûr, finalement, la part d'invisible, comment dire, à laquelle le cinéma est adossé, et puis je reviens là aussi à votre précédente question, et comme à son ombre en quelque sorte nécessaire, que le cinéma, c'est un art qui naît du désir documentaire, disons dans la naissance en tout cas Lumière qu'on lui reconnaît en France, et c'est ce désir d'enregistrement du visible qui est natif dans le médium cinématographique, cette sorte de promesse de donner à voir, et en même temps c'est une promesse que toute l'histoire
l'histoire du cinéma au XXe siècle. Bon, là, vraiment, l'œuvre de Godard interroge cela. Et toute l'histoire du cinéma est une déception par rapport à l'histoire d'une déception et l'histoire même d'une faute aux yeux de Godard. C'est que le cinéma aurait failli en n'étant pas présent au moment des camps. Et je pense que l'enregistrement d'une catastrophe humaine, d'un désastre, de mort, de ravage, de désastre, réinterroge cette origine-là, cette difficulté-là au sein du médium. Le fait que le médium cinématographique soit sans arrêt devant la mise en crise quand il est sérieux, quand il se regarde sérieusement ses propres possibilités expressives, dirait Cavell, il est sans arrêt confronté à ses limites et donc confronté à l'invisible et puis à ce qu'il n'a pas vu, justement, ce qu'on ne peut pas voir. Et le cinéma de la catastrophe est un cinéma de l'après-coup qui filme qui tente de filmer ce qu'il ne peut pas voir. Et c'est des choses que le documentaire approche d'une certaine manière, que la fiction aborde et approche d'une manière différente, avec les ressources possibles du fantastique. Donc c'est aussi par exemple la grâce de cinéastes comme Nobuhiro Suwa d'avoir pu interroger cela, c'est-à-dire ce qu'on ne peut pas filmer, ce qu'on ne peut pas donner à voir, ce qu'on ne peut pas montrer, par un biais qui est donc le biais du fantastique, qui permet tout un tas d'autres choses. Et dans son film qui s'appelle Le téléphone du vent, il met en scène une jeune femme qui a survécu à la catastrophe de Fukushima et qui y a perdu toute sa famille et qui va faire un chemin du sud où elle s'est réfugiée, puisqu'elle fait partie de ces nombreux réfugiés nucléaires, chemin de retour vers sa région du nord du Tohoku qui a été dévastée. Et sur place, quand elle revient chez elle, entre guillemets, de ce qui fut chez elle, elle trouve une cabine téléphonique d'où elle peut parler aux morts, d'où elle peut s'adresser à ceux qu'elle a perdus. Et évidemment, ça, c'est tout à fait le Japon en même temps, c'est du fantastique d'un côté, puis de l'autre côté, c'est tout à fait le Japon avec cette représentation tout à fait différente de la communication entre les vivants et les morts. Et donc, voilà, et cette grâce avec laquelle la fiction peut contourner, donner à entendre des voix qui sont des voix perdues, disparues, etc. Donc tout ça pour dire que ce que voir veut dire, c'était à la fois interroger le médium cinématographique et nous interroger, nous spectateurs, sur ce qu'on veut voir et ce qu'on ne veut pas voir, voilà, sur nos dénis. Et ça, c'est très important à mes yeux, et ça, c'est en lien direct avec le scepticisme et toutes ces choses qui dans mon regard sur le cinéma, qui me viennent de Cavell, de son regard sur le cinéma à lui aussi, qu'est-ce que ces films de la catastrophe nous permettent de comprendre du rôle du cinéma, qui est un rôle qui consiste à nous déciler, à nous apprendre à voir ce que nous ne voulons pas forcément voir. Voilà. Et qui nous aide à reconnaître ce que nous dénions. Voilà. Et là, il y a beaucoup, beaucoup de films dans ce paradigme Fukushima au cinéma qui, moi, ça m'a beaucoup intéressé, qui réfléchissent aux moyens dont dispose le cinéma pour donner à voir le visible. Non pas l'invisible, mais nous donner à reconnaître, non pas ce qui est très loin, très, très impossible à voir, invisible, etc., mais ce qui est sous nos yeux et que nous ne voulons pas voir. Vous voyez mais c'est quoi ce que nous ne voulons... Enfin, c'est ça qui est... Ce que nous ne voulons pas voir, ce serait quoi exactement ? Eh bien, c'est la manière dont la catastrophe affecte, par exemple, les vies ordinaires, nos formes de vie, la manière dont elles ne font pas que des dommages et des ravages qui se comptent en morts, mais que ça se compte aussi en formes de vie détruites. C'est des peuples, des communautés qui se délitent, des communautés de pêcheurs qui ne peuvent plus avoir le même rapport à leur milieu de vie, à leur milieu maritime, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont ordinaires et qui sont des catastrophes beaucoup plus ténues. Et puis, c'est tout simplement aussi la dangerosité du nucléaire, c'est-à-dire la manière dont le cinéma doit nous permettre de voir le danger là où il est, quoi, les véritables formes d'oppression. Par-delà les oppressions qui sont idéologiques, etc. C'est-à-dire celles qui sont les plus quotidiennes, les plus ordinaires. La manière dont
un système peut en effet atteindre des formes de vie ordinaires, ancrées dans une culture locale, ancrées dans une histoire qui est aussi celle de la manière dont les gens vivent, et abîmer tout cela. D'où l'idée d'un monde abîmé, de formes de vie abîmées. Le déni, il porte là-dessus, en fait. On préfère, plutôt que de voir ce qu'il y a d'abîmé dans notre monde d'aujourd'hui, on préfère se dire, comme d'ailleurs dans le film d'Adam McKay, là, donc Look Up, qui était C'est très sorti grossier aussi, au mais même moment. Voilà, on préfère se dire, la catastrophe, c'est une catastrophe finale qui est lointaine, cela représentée sous la forme d'une comète, vous voyez, qui nous menace comme un truc lointain qui pourrait nous tomber dessus un jour. Et ça, c'est exactement une pensée qui est solidaire du déni. Vous voyez, c'est une manière de continuer par d'autres moyens ou autrement, mais continuer à ne pas vouloir voir le danger tel qu'il est là et la menace telle qu'elle est là. Ouais. Dès le début du livre, vous dites quelque chose, moi, qui m'a énormément surpris, parce que je ne connaissais pas vraiment tout ce cinéma autour de cette tragédie. Mais ce qui était assez surprenant, c'est que très, très vite, il y a eu des choses qui ont été faites, des films qui ont été faits, des documentaires, etc. Et en fait, moi, j'ai deux questions à vous poser là-dessus. Est-ce que c'est parce... Alors déjà, pour quelles raisons, selon vous, très vite, on a voulu essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé, puis on avait surtout besoin de cinéma. Est-ce que, deuxième chose, parce qu'on en a parlé dès le début, et vous l'aviez très vite compris à une de mes premières questions, l'allusion que je faisais par rapport à la Shoah, est-ce que, au lendemain de la Shoah, entre parenthèses, il y a eu, je pense, très peu de films qui ont vraiment, ou alors il y a eu quelques fictions ici et là, quelques documentaires, mais pas autant. Et est-ce que c'est parce qu'il y a eu ça, le fait qu'il y ait eu très peu d'images dans un premier temps assez rapide, qu'aujourd'hui, avec cette tragédie, très vite des cinéastes ont voulu faire quelque chose. Il y a même eu, vous l'expliquez dans le livre, au sein même d'un grand festival il y a des choses qui se sont faites assez rapidement. On en avait besoin. Oui, il y a eu en effet, mais ça peut-être à voir aussi avec le Japon, avec avec un sens des responsabilités de chacun à sa place face à un événement, une catastrophe collective. C'est vraiment une société où chacun prend sa part du collectif, et les artistes compris. Et chacun, quand la société japonaise est frappée par une catastrophe comme ça, chacun se demande à son niveau qu'est-ce qu'il peut et qu'est-ce qu'il doit faire. Et les cinéastes compris. Et moi, j'ai été très frappée, puisque donc tout ce travail, il s'est ancré dans le fait que j'ai vite été, en fait, j'étais en 2011 au Japon, et donc j'ai échangé avec les cinéastes, et j'ai été très, très, très frappée, quoi. Frappée au sens marqué et émue et bouleversée par ce que je voyais, de la manière dont ils s'emparaient de cette question, à la fois les intellectuels, puisqu'en fait, moi, j'étais invitée par des philosophes de l'Université de Tokyo, et les cinéastes. Et ce que j'entendais de la part des cinéastes, c'était un raisonnement du type je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Voilà. Et la plupart des documentaires mettent en scène cette question-là même. Il y a un film que j'aime beaucoup, beaucoup de Matsubayashi Yoshio qui s'appelle Stomakanka, Fukushima, Mémoire d'un paysage perdu, qui non seulement est le résultat de ce questionnement, comme le sont la plupart des documentaires de l'époque, c'est-à-dire c'est le résultat d'un l'auteur se demandant qu'est-ce qu'il devait faire, mais le met en scène, ce questionnement. Donc il y a des cartons qui sont les pensées, qui donnent voix aux pensées intérieures du cinéaste. Des cartons titres où on lit les pensées en première personne de ce cinéaste qui se dit, nous dit, je me sentais coupable, moi, Tokyoïte, d'avoir profité pendant des années de l'énergie qui venait produite par cette centrale nucléaire à Fukushima, parce que c'est vrai que les centrales de Fukushima alimentaient Tokyo. Et je me sentais coupable de l'avoir fait aux dépens de la sécurité et de la santé de populations paysannes, en plus du nord du Japon, etc. Donc je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire. Et on le voit prendre sa voiture, partir et aider, tenter vraiment de prêter main forte. Donc, je pense qu'il y a ce côté-là, disons, qui est vraiment très symptomatique Et puis, bien sûr, que Shoah est passé par là. Et avec cette... Alors là, je pense que c'est l'importance, disons, de Shoah, c'est ce qui a été appelé après par Annette Vizorka et tout ça, l'ère du témoin. C'est-à-dire la manière dont on aborde le témoin.
Lanzmann a définitivement marqué cela, je crois, pour le cinéma, avec l'idée qu'on peut rendre compte vraiment, rendre justice d'une catastrophe, parce que Shoah, en un sens, ce film, le fait qu'il est si extraordinaire, c'est qu'il rend vraiment justice à cet événement, non pas en filmant, en donnant à voir, puisqu'il ne peut pas donner à voir, mais en vraiment menant des entretiens avec des témoins. Voilà. Recueillir la parole des témoins, que ça, c'était un vrai, comment dire, une vraie possibilité du cinéma. Et donc, c'est ce cinéma documentaire de l'après-Fukushima est pour beaucoup un cinéma de l'entretien et de la réflexion sur ces témoins. Quitte à, et ils vont très loin là, dans cette réflexion, et là, avec le rôle très très important des photographes, et en particulier d'un photographe dont l'œuvre a été vraiment matricielle pour le documentaire sur Fukushima, et raison pour laquelle j'y consacre une bonne partie du livre, c'est Hatakeyama Naoya, qui en fait a traité les visages des gens et des témoins presque comme des paysages. C'est ce que j'essaie de montrer à un moment, c'est que ne pouvant pas disons, devant l'insatisfaction qu'il y a à tourner, à filmer des paysages en ruine, parce que ça pose l'insatisfaction, parce qu'un paysage en ruine, c'est très vite l'appel du sublime, l'appel un peu du pathos, de la fascination pour le pathos, etc. Donc devant l'insatisfaction, le besoin aussi de pudeur, qui est celui dont les Japonais sont très, voilà, qui est très vif chez les Japonais, mais chez tout le monde en un sens. Eh bien, l'idée de filmer, ils sont nombreux les cinéastes à s'être appuyés sur la manière dont Takayama a pu filmer des paysages et filmer des êtres avec des visages qui deviennent comme des paysages de ruines. Voilà. Et je crois que si je ne me trompe pas, je vais quand même, parce que je n'ai pas envie de me tromper, mais oui, exactement, dans le même chapitre, enfin dans la même partie, c'est-à-dire des photographies pour mémoire, il y a un moment où vous parlez, ça m'avait bien, les travelling, alors c'est les travelling et documentaires de la perspective du désastre. D'ailleurs, premièrement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce terme est documentaire de la perspective du désastre, et puis de revenir sur les travelling, parce qu'il y a, on ne peut pas tout dire malheureusement du livre, mais c'est vrai que sur l'idée de travelling qui renvoie à cette histoire de l'affaire de morale, je ne sais quoi, je trouvais ça intéressant que vous en parliez. Et donc oui, déjà les documentaires de la perspective de désastre, ce serait quoi exactement? Bien, ce terme, je l'emprunte à Susan Sontag, qui est vraiment dont le texte Imagination of Disaster est l'un des lieux qui date des années 60 et l'un des lieux théoriques vraiment immanquables pour penser le rapport du cinéma à la catastrophe, aux catastrophes. Alors, son corpus à lui, c'est des films de fiction et des films de science-fiction. Donc, évidemment, ça n'a rien à voir. Mais elle s'interroge dans ce texte d'une manière que j'ai trouvée très juste sur la pertinence morale ou pas d'ailleurs, et c'est bien ça le thème de son article, c'est vraiment de questionner ça de manière rude. Qu'est-ce que ce cinéma de science-fiction qui spectacularise la catastrophe, qu'est-ce qu'il produit en termes de position morale chez le spectateur? Et elle dit que ce point de vue du désastre est un point de vue qui est déresponsabilisant, qui est démoralisant en fait, qui vide le spectateur de son sentiment de responsabilité vis-à-vis de la catastrophe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. C'est l'idée que quand on fait de la catastrophe un spectacle, eh bien, on retire au spectateur la capacité de se positionner moralement face à cela. On l'anesthésie, on le sidère, on les doute, cette opposition entre sidérer, considérer que Marielle Masse s'est fait et qui, moi, m'a vachement éclairée. On sidère un spectateur, mais c'est aussi quelque chose qui est très vif et vivant chez Jean-Louis Comolli, qui est un penseur du documentaire qui m'a beaucoup, beaucoup nourri et qui a disparu il y a 6 mois maintenant et qui me manque à moi, en tout cas, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, cette idée que la perspective du désastre est une perspective problématique, vraiment, et que ces documentaires sont à la recherche d'une perspective qui soit juste sur le désastre et qui ne soit pas aveuglante, est une idée qui m'a beaucoup, beaucoup
comment dire, poursuivi dans le travail sur ces films. Alors le lien, vous avez tout à fait raison de le faire, c'est tout à fait juste de votre part de lier cela à cette question des travelling, puisque l'un des points véritablement de bascule justement de cette perspective du désastre, c'est les travelling. Un chercheur américain spécialiste du documentaire japonais d'après-guerre et en particulier du cinéma de l'après-Hiroshima, qui est Abe Mark Nance, a identifié un plan matriciel du cinéma de Fukushima. A tout à fait juste raison. Il a remarqué, et je m'en suis emparée à mon tour après, que dans tous les documentaires qui ont été réalisés juste après la catastrophe de Fukushima, il y a ce même plan depuis l'intérieur d'un véhicule roulant sur les paysages dévastés, les paysages avec ce visible complètement désordonné, ce chaos où les bateaux se trouvent empalés sur le dessus des immeubles. Enfin, oui, c'est juste ce type de vision chaotique véritablement. Eh bien, tout cela filmé, donc donner à voir aux spectateurs depuis l'intérieur d'un véhicule roulant, du coup en transmettant aux spectateurs un sentiment de protection, un sentiment de distance en fait par rapport à ces ruines, véhiculant en même temps, si vous voulez, le spectacle des ruines et le sentiment que ce spectacle, vous inquiétez pas, ça vous fera rien. Vous voyez, vous risquez rien, quoi. Et je pense d'ailleurs à tout d'un coup au film de Jalil Joresh enfin, vous voyez, sur comment ça s'appelait le film avec Deneuve, le film avec Catherine Deneuve. Exactement, merci Samir. Je veux voir. Elle dit je veux voir. Je veux voir. Voilà, je veux voir. Adji Thomas, Johanna Adji Thomas et Khalid Shoresh. Voilà. Exactement. C'est un peu la même question, quoi. Et donc là, clairement, le travelling sur les ruines, les paysages de ruines, sont des travelling problématiques. Et ce qui est intéressant, c'est comment beaucoup de documentaristes qui ont fait des grands films après Fukushima ont cherché à contourner ou à défigurer ou à tordre en fait ce plan-là. Et par exemple, dans le film d'Atsushi Funahashi, Nuclear Nation, c'est le tout dernier plan, qui est un plan où on quitte la ville de Futaba, enfin qui a été vidée en fait de ses habitants, et où la caméra est à l'arrière, là où le pare-brise en fait arrière, et on quitte cet endroit-là, et c'est un plan non pas sur les ruines, mais sur les lieux qui sont quittés par le cinéaste et par les gens qui l'a suivi en fait dans ce documentaire. Voilà. Mais c'est aussi, je pense aussi au plan, parce qu'il y a dans la trilogie du Tohoku, qui est l'un des vraiment chefs-d'œuvre qui a été réalisé dans l'après-Fukushima, qui se filme en 4 volets en fait réalisés par Kosaka et Ryusuke Hamaguchi, eh bien les plans travelling sur les ruines sont remplacés par exactement une sorte de contre-pied total, l'inverse de cela, des plans extrêmement cadrés, fixes, sur 2 témoins en train de se parler. Et là, ce qui est mis en évidence, c'est l'écoute documentaire. C'est la capacité du cinéma documentaire, non pas à donner à voir, qui est la capacité que mettent en évidence des plans voyez, de travelling sur des ruines, mais la capacité du cinéma à donner à entendre, donc donner à voir au sens à comprendre, parce que c'est ça aussi, voir, c'est aussi le terme philosophique, historique, pour voir par l'esprit, c'est comprendre. Ce que l'esprit voit, c'est ce qu'il saisit, ce qu'il comprend, et donner à comprendre ce qu'il s'est passé en écoutant, en laissant vivre cet espace d'écoute et de parole entre 2 témoins, qui se forgent entre 2 témoins postés face à face et que l'on filme en train de se parler. Voilà. Et ça, c'est ce que font dans un dispositif très théâtral, vous voyez, vraiment aux antipodes du plan matriciel du travelling sur la route, que font Kosaka et Ryusuke Hamaguchi. Donc voilà, les cinéastes ont cherché des biais pour contourner cela, sachant que ce travelling, c'est aussi une relecture du travelling, du travelling circulaire des plans du cinéma de Hiroshima, pour le coup. C'est-à-dire les premiers documentaires tournés à Hiroshima étaient des panoramiques, en fait. On voyait en panoramique le désastre
la ville brûlée et anéantie. Alors, malheureusement, on ne pourra pas tout dire sur le livre, mais en tout cas, je tiens à préciser, comme d'habitude, que dans le descriptif de cette vidéo, vous avez un lien et ça renvoie directement à une page des éditions Mimesis et vous trouverez le livre et vous verrez, il y a pas mal de choses. Juste une dernière question. Les films, en l'occurrence, comment les voir, ces films-là? Est-ce qu'ils sont pleinement accessibles? Alors, vous touchez une question qui est mon regret et en même temps mon cheval de bataille maintenant, puisqu'il faut en avoir un, n'est-ce pas? Oui. Qui est en effet de se poser, de réfléchir à la diffusion de ce cinéma-là, parce qu'il y a eu des programmes. Ponctuellement, il y en a eu à Cité Philo à Lille, il y en a eu au cinéma du réel, il y en a eu au Forum des images, il y en a eu dans pas mal d'endroits, certains de ces films ont tourné en Bretagne en particulier, parce que j'ai accompagné des films comme ça en Bretagne. Enfin, il y a eu pas mal de programmes par-ci par-là, mais de sorties véritablement en salle, que nenni, voilà, ça manque terriblement. Et moi, j'aurais aimé, et je continue à espérer qu'un éditeur DVD s'empare de cette question-là et édite, au moins la poignée de films qui sont les meilleurs et qui sont vraiment les plus reconnus, ceux qui ont été primés en festival. C'est le cas de Toshi Fujiwara qui a réalisé No Man's Zone. C'est le cas de Kazuhiro Soda, qui est un cinéaste très primé partout dans le monde, qui a fait un film qui s'appelle Campaign et qui est extraordinaire. Donc c'est le cas évidemment de Hamaguchi et Kosakai. Ce qu'on peut dire, c'est que pour sûr, il y a un fonds qui existe. Tous ces films-là sont visibles pour les chercheurs à l'École normale supérieure de Lyon, dans la bibliothèque Denis Diderot, où on a ouvert un fonds de documentaires sur la catastrophe de Fukushima. Donc, pour les chercheurs, pour les courageux qui sont prêts à aller en bibliothèque, parce que ça se consulte en bibliothèque, mais c'est ouvert à tout le monde. C'est une bibliothèque vraiment, une bibliothèque publique, quoi. Il faut aller à la bibliothèque Denis Diderot de l'ENS de Lyon, métro de Bourg à Lyon, et c'est possible. Mais c'est sur place, voilà. Je mettrai le lien dans le descriptif. Vous avez dit une phrase qui me fait du mal. Vous avez dit courageux pour aller en bibliothèque. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut être courageux pour aller en bibliothèque, malheureusement. Oui. En même temps, il faut les soutenir. On voit ce qui se passe à la BFF. Il faut y aller pour que ce service-là, qui est fierté de la France, perdure. Je suis entièrement d'accord avec vous. Le paradigme Fukushima au cinéma, ce que voir veut dire 2011-2013, c'est édité chez Mimesis. On aurait pu, je pense, avoir encore au moins 1 heure de conversation parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Mais en tout cas, on va dire que les 37 minutes que vous avez vues, c'est une espèce de teaser, bande-annonce, comme on dit. Donc, je vous invite vraiment à lire le livre. Est-ce que je peux juste, avant qu'on s'interrompe, vous remercier très chaleureusement pour votre lecture, Samir, c'est très précieux. Merci beaucoup. Et puis remercier tous les cinéastes sans lesquels j'aurais pas pu faire ce livre, parce que c'est vraiment un livre qui est un hommage au travail des cinéastes qui m'ont donné accès à tout, qui ont cédé leurs droits de reproduction, etc., y compris ce grand photographe qui est Hira Takeyama. Donc c'est important pour moi de les remercier chaque fois que je le peux. Sans eux, il n'y aura pas ce livre. Voilà. Écoutez, vous avez entièrement raison, c'est normal. Je pense qu'il faut toujours le faire. En tout cas, merci à vous et j'espère qu'on se revoit une 3e fois. 3 points de suspension, la conversation n'est pas close, avec un nouveau livre, en tout cas un nouveau projet. Ça me ferait vraiment plaisir. Merci à vous. Merci à vous. Merci, Samir. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my